On vous en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Wagner, milice privée qui intervient apparemment en Ukraine, mais aussi qui intervient en Afrique et dans tous les points chauds qui intéressent la Russie. Regardez ce qu'en dit ce membre de Wagner. C'est une sorte de petite armée. C'est ça son but principal. Et selon la situation dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour résoudre d'autres problèmes. Pour qu'une arme, comme on en a, tombe entre les mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation des autorités de l'État, pas moins. Voilà. Il dit bien qu'il faut l'autorisation de l'État. Archive de Vladimir Poutine à propos de cette milice Wagner. Non, Wagner, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'État. Elle ne reflète pas les intérêts de l'État russe. C'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Bon, alors Wagner, c'est né de nulle part. C'est quoi Wagner, colonel? Je ne suis pas un spécialiste de Wagner. Je peux vous expliquer. Les informations que j'ai eues par Wagner, sur Wagner, ça a été par un reportage qui avait été fait par un journaliste qui avait fait une enquête. Une journaliste, hein, c'était une femme. Wagner, c'est le joker de Poutine. C'est-à-dire quand il veut intervenir quelque part dans le monde et que ce ne soit pas la Russie qui intervient, il envoie Wagner. Je pense que Wagner a joué un rôle sur ce qui s'est passé en 2014 en Crimée. Wagner... C'est comme un poste avancé ? Oui, ce sont des mercenaires. Donc ce sont des gens qui savent se battre, qui sont très bien payés et qui n'ont pas de limite morale. Donc avec ça, on fait les mauvais coups, quoi. Sergueï. Wagner, c'est très facile pour comprendre. Poutine, c'est un ancien officier du KGB. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui ment tout le temps. Donc vous avez vu, c'est ce que Mme Merkel ou d'autres disaient, il est capable de vous mentir droit dans les yeux et il sait qu'il ment et il sait que nous savons qu'il ment, etc., etc. Donc le problème pour Poutine, c'est qu'il voulait avoir cette force d'intervention spéciale à l'étranger qui lui permettait de faire les petits coups là où ça l'arrangeait. Syrie, Afrique et d'autres endroits. Et éventuellement à l'intérieur du pays. Sauf que la législation russe interdit le mercenariat. Dans la législation russe, c'est un crime qui est puni par 10 ans de prison, je crois, ou 15 ans de prison. Et donc, du coup, bien évidemment, dans ces cas-là, l'État ne peut pas reconnaître qu'il a créé une armée privée qu'il utilise pour faire les sales coups. Et bien évidemment, il le niait. Il a pris son ami Prigojine, un oligarque qui, entre autres, est appelé le cuisinier du Kremlin parce qu'il s'occupe à livrer tout un tas de cantines, y compris la cantine au Kremlin. C'est comme ça qu'il a gagné des milliards. Et donc, c'est lui qui s'en est chargé. Cette armée a des bases de préparation sur le sol dans la région de Krasnodar. Ils ont une base que maintenant, en fait, il y a les journalistes qui ont retrouvé les traces et ils ont retracé tout ça. Et tout ça a marché plus ou moins bien jusqu'au Donbass et surtout jusqu'à cette guerre de Poutine en 2022. Parce que là, intervenir en Ukraine. Parce que justement, c'est ça le problème. C'est qu'à la limite, l'intervention des Wagner en Ukraine, et ça, maintenant, ça a été prouvé à plusieurs reprises, qu'ils interviennent directement en Ukraine, Poutine a perdu toute possibilité de mentir et de nier que l'État russe ne les emploie pas. Puisque tout le monde a compris maintenant que s'il y a une armée privée qui est sur le sol russe, a des casernes où il entraîne des gens,
qui les arme, parce que c'est l'État qui les arme. L'État a le monopole sur les armes. Sans l'autorisation de l'État, Il y a un mélange des genres, évidemment. Je vous fais écouter cet ex-commandant de Wagner, encore une fois, qui dit quoi? Que sans cette unité de mercenaires, l'armée russe n'aurait pas remporté de victoire en Ukraine. Écoutez-le. Ah bah c'est une citation, pardon. Sans Wagner, l'armée russe ne parviendrait pas à remporter des succès en Ukraine. Ancien commandant du groupe Wagner. Vrai ou faux, ça, Oui. Gallagher? Non, faux. Parce qu'il n'y a pas de succès pour l'armée russe en Ukraine. Je veux dire, si on définit les succès comme étant l'accomplissement des objectifs fixés par le grand chef, à savoir Vladimir Poutine, même si ça paraît assez nébuleux à ce stade, tant les forces terrestres, notamment puisque Wagner ce sont des forces terrestres, sont embourbées, selon le renseignement américain, rappelez-vous tout récemment, dans 80% des situations. Non, il n'y a pas vraiment de succès. En revanche, Wagner, voilà, il faut parler très clairement, ce sont des mercenaires et on leur fait faire des choses. Alors, je ne dis pas que l'armée régulière refuse de faire. Le sale boulot. Mais oui, et puis surtout, on les envoie dans des situations où les soldats professionnels ou volontaires récemment recrutés refuseront d'aller. Eux, voilà, sont des mercenaires, donc ils feront ça. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé dans la prison d'Olenivka, vous savez, où les 53 prisonniers d'Azov ukrainiens sont morts, mais il est dit que ce serait Wagner qui aurait procédé à cette mise à mort, à cette exécution de ces soldats, ce qui permettrait justement à Vladimir Poutine et aux officiers russes de dire ça n'est pas l'armée russe. La ficelle est un peu grosse quand même. Bien sûr. C'est un peu voyant. Je vous montre deux images apparemment de cette milice Wagner, regardez, qui recrute dans les prisons. Qui recrute des prisonniers. Comme ça, pour faire les sales coups, c'est plus simple à faire accepter. Et puis, quand même, Wagner qui dit que c'est elle qui a repris la ville de Voulé-Irkska dans la région du Donetsk. Bon, ça c'est eux qui disent, c'est nous qui avons fait le boulot. Réaction à tout ça? Oui, en fait, quand on voit déjà ça, l'image de la deuxième armée la plus puissante au monde commence à ternir. Pour quelqu'un qui sort du trou, qui n'a rien entendu parler de l'Ukraine, qui voit de ce reportage, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi l'armée deuxième plus puissante au monde a besoin d'une milice privée pour conquérir les villes? Il y a un problème. Donc aujourd'hui, oui, c'est une armée de mercenaires qui n'ont ni foi ni loi, qui fonctionne complètement dans une sorte négation totale de toutes les lois internationales. Ils ne respectent aucune législation ni aucune règle. Donc, c'est aussi, ils sont quand même bien payés pour ça, mais si au début, ils étaient considérés, ils étaient utilisés aussi pour vendre leurs services, notamment à toutes les dictatures et en Afrique et dans d'autres pays du monde qui en avaient besoin, parce que c'est un service commercial, ça coûte très cher de faire employer wagnériens sur place. En Ukraine, ça a baissé vraiment de niveau parce que nous avons vu les images avec les recrutements dans les prisons. Aujourd'hui, ils ont du mal à recruter même pour Wagner. Donc, ils vont dans les prisons, ils expliquent. J'ai vu en fait, un témoignage très intéressant qui disait qu'ils sont très nets. Ils disent, écoutez, chez nous, c'est 15% des probabilités d'être tués et 25% des probabilités d'être blessés. Donc, quand et même... apparemment, ils promettent des remises de peine aux prisonniers. Ah, bien évidemment, c'est la condition. C'est la condition. Je te fais sortir, mais... oui, pour vous. Et surtout, les profils recherchés, c'est les profils de tueurs, les gens qui sont condamnés pour les meurtres et aussi pour les crimes les plus graves, comme les tortures, Après, etc. juste, la Russie n'a pas inventé la privatisation de la guerre. Je rappelle que les Américains, c'était un contexte différent et il faut faire la distinction. Mais notamment en Irak, on se souvient du groupe Blackwater et de certaines exactions et certains scandales immenses. Wagner qui est partout. Regardez cette carte du continent africains. Ils interviennent notamment au Mali, on va la voir, en Centrafrique et jusqu'en Syrie, au Proche-Orient. Bien sûr. Mais vous savez, Voilà. c'est aussi une armée privée qui fait le service de sécurité là où il y a des intérêts économiques russes, donc là où il y a le pétrole, là où il y a les puits, là où il y a les mines, les trucs comme ça. Wagner, au début, c'était les gens... déjà, Outkin, qui a créé Wagner, c'est un néo-nazi.
c'est un néo-nazi. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important de le dire. C'est lui parce que- qui a des tatouages Ouais, oui, c'est ça. sur le cou. C'est lui hein. qui a les tatouages. Et donc, Poutine, qui est parti dénazifier l'Ukraine, il envoie un nazi dénazifier l'Ukraine. Oui. Donc ça, On n'en est c'est- pas à une contradiction près. C'est ça. Et en fait, au début, cette milice, c'était quelque chose d'assez costaud. Ça veut dire qu'en réalité, à 90%, c'était les anciens de GRU, donc du renseignement militaire, des commandos de GRU, des Spetsnaz de GRU, qui rentraient dans Wagner. Ça leur permettait de gagner des sous. C'était aussi des aventuriers. Ça leur permettait de voyager dans le monde. Et c'est donc cette milice a acquis une sorte de renommée en Syrie, y compris. Et après, ça a commencé à baisser. Par exemple, il y a le maréchal Haftar qui a demandé à la Russie de lui fournir des Donc Wagner. là, c'est la Libye. La Libye. En avec Libye. les deux régimes qui se font Voilà, face. voilà. Donc en Libye, le maréchal Haftar, qui lutte contre le gouvernement reconnu par les Nations Unies, a demandé à Poutine de lui envoyer des Wagner, et Wagner lui a envoyé des petits machins. En fait, c'était pas les vrais combattants. Et pas les durs. Donc déjà, on a commencé à sentir qu'il y a peut-être une dévaluation selon les théâtres de guerre. Et là, en Ukraine actuellement, vraiment, ils prennent vraiment n'importe quoi, et ils sont tellement maintenant poursuivis aussi par les sanctions occidentales qu'ils étaient obligés de changer de nom. Maintenant, ça s'appelle plus Wagner, ça s'appelle Liga, et donc là, ils sont en train de changer parce qu'en fait, ils essaient de brouiller les pistes. Ils ont créé une association, ils ont créé une entreprise en changeant des noms. Même Wagner, c'est plus fréquentable. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont sur leurs uniformes? Ils ont des drapeaux russes ou Non, pas? non, ils ont la tête de mort. Ah oui. Ils ont la tête de mort, comme les nazis aussi, pareil. Colonel. Oui, l'existence de Wagner en dit long quand même sur la réalité du régime russe. C'est ça. Vous venez de rappeler que le mercenariat est interdit par le code pénal. La loi en Russie, C'est ça. gravement punie. Et les gens de Wagner ont le droit, on leur ouvre les prisons. Et ils vont recruter dans les prisons, donc avec C'est l'accord oui. du De ministère l'État. de la Bien Justice, sûr, de c'est l'État, ça. etc. C'est ça. Donc, quelque chose qui est interdit par la loi est complètement pratiqué, et ça choque personne en Russie. Alors, vous êtes bien gentil, vous me dites Wagner, c'est l'unité qui fait les sales coups. Sauf que hier, on a appris le décompte des atrocités commises à Boutcha. Et cette fois, par l'armée régulière russe, avec le nombre exact de personnes exécutées, la plupart d'ailleurs torturées. On va retrouver Marie-Aline Melli et Éric Josset. L'armée russe est responsable de la plupart de ces morts. Ce sont les conclusions tirées par la mairie de Boutcha après plusieurs mois passés à identifier les cadavres. Au total, 457 corps ont été recensés et parmi eux, 419 portent la marque de blessures par balle, de coups ou encore de tortures à mort. Les 30 d'autres personnes qui ont été retrouvées sont mortes naturellement, mais la mairie de Boutcha estime que le stress causé par la guerre et les traitements infligés par les Russes ont pu accélérer ces décès. Parmi les victimes, il y a évidemment des hommes, 366, des femmes, 86 et 12 mineurs âgés de moins de 21 ans. Une cinquantaine de corps n'a pas pu être identifié car les familles, les proches ne les ont pas réclamés. Il y a 2 jours, lors de cette conférence de presse où ce bilan a été annoncé, la maire adjointe de Boutcha a réclamé l'aide, l'expertise de pays étrangers pour l'aider dans ce processus d'identification qui est très long, très compliqué et évidemment très douloureux. Au cœur de ce processus, il y a la question des crimes de guerre. De nombreux experts sont envoyés régulièrement à Boutcha pour rencontrer des victimes, pour attester de la réalité de ces crimes de guerre dans le cadre de l'enquête ouverte par la Cour pénale internationale. Donc là, on est d'accord, on n'est pas dans Wagner, on est dans l'armée russe. C'est l'armée. C'est Et- 74e brigade des 64e, oui. Donc on sait parfaitement qui c'est. Oui, oui. Et Bah, pourquoi ils ont fait ça? Militairement, quelle est, par-delà l'atrocité, quel est l'intérêt militaire de faire ça?
Il n'y avait aucun intérêt militaire parce que, en fait, les Russes, le seul intérêt, c'est que les Russes pensaient faire le blitzkrieg. Ils sont venus, en Donc fait. la guerre éclair. La guerre éclair. Ils sont venus à 70 km de Kiev. Ils s'étaient arrêtés. Ils n'avaient pas de logistique. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils n'avaient pas de munitions. Et les Ukrainiens ont commencé à les combattre. Et donc, face à cette résistance ukrainienne, ils se sont dit, on va massacrer. Et il y a eu des ordres qui étaient les ordres hiérarchiques et donc les Ukrainiens ont retrouvé ces ordres, ont retrouvé les ordres oraux qui se passaient. Comme je vous ai dit, il y avait un problème de communication, donc ils utilisaient les téléphones portables qui n'étaient pas cryptés, et donc tout ça, c'est enregistré. C'est déjà dans le dossier de crimes de guerre qui s'est passé à Irpin, à Boutcha, à Borodianka, et cette 64e brigade motorisée a été nommée par Poutine la brigade de garde. En fait, c'est un nom, c'est un nom honorifique. 44 personnes qui faisaient partie de cette brigade ont été décorées par Poutine. Et Poutine donc a assumé, parce que lui-même a dit: tout ce qui s'est passé en Ukraine s'est passé selon mes plans et selon mes ordres. Bon, alors Gallagher et Allah. En réponse à votre question, et c'est la conclusion de Sergueï, pourquoi ils ont fait ça? Ce sont les politiques qui décident ce que les militaires vont faire sur le terrain. Et Boutcha, c'est l'accomplissement très concret de l'objectif édicté par Vladimir Poutine, qui est celui d'effacer la nation ukrainienne. Ethnocide, génocide, les juges de la CPI en décideront, mais torturer, tuer, violer, parce qu'on voit les morts, mais il faut penser à ceux qui survivent aussi, qui vivent avec la mémoire de ce qui s'est passé là. Je suis allé à Boutcha, vous croisez des enfants dans les rues, il faut voir ces regards, et j'insiste là-dessus. Et donc Boutcha, c'est une scène de crime de guerre géante qui est l'illustration du projet poutinien pour l'Ukraine. Un président qui ne reconnaît pas l'existence de ce pays, de son identité, de cette nation, sa langue, sa culture et son histoire, et qui est en train, et qui souhaite en tous les cas, effacer Et les cela. militaires qui ont fait ça se disaient pas oulala, on risque d'être poursuivis? Non. Je pense que les militaires qui ont fait cela, et je vous renvoie vers ce que Sergueï a expliqué à l'instant, encore une fois, répondaient à des ordres, faisaient, comme tout bon soldat, ce qu'on leur a dit de On faire. peut désobéir à des ordres dans ces cas-là, colonel. Théoriquement, oui. Quelles conséquences? Pour un soldat occidental, Ouais. moi je rappelle... Un soldat occidental reçoit cet ordre, il peut dire je fais pas. Ben oui, parce que, et d'ailleurs, c'est dans la formule de prise de commandement, quand on prend le commandement et on dit, bon, je ferai exécuter, mais dans la conformité avec les lois et les règlements. Et ça, les Russes n'ont pas ces pudeurs. Et ce qui est quand même Si, très... sur le papier, Mais Damien, sur le papier, si. on leur a dit, les soldats qui débarquent à Boutcha viennent d'un pays, je parlais tout à l'heure d'une chambre d'écho, dans laquelle on leur a répété pendant des semaines, des mois, des années, les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont des nazis. Et justement, L'ennemi a été déshumanisé, comme au Rwanda quand on disait que les Tutsis sont des cafards. Là, vous n'avez en face de vous que des nazis. Il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a Babi Yar aussi. Bien C'est sûr. pas très loin, Septembre justement, 41. Boutcha. 33 000 Oui. juifs qui ont été exterminés. Quand on parle du symbole, et quand vous disiez tout ce qui pèse autour de cette ville, on ne peut pas oublier ce massacre-là aussi. En Bien fait, sûr. ce qui s'est passé aussi à Boutcha, il faut savoir ce que Gallagher vient de dire, le mot juste déshumanisation. Parce que le problème, ils sont arrivés, il y en avait qui étaient déjà dans la tête nazie, il faut exterminer les nazis, mais il y avait tout simplement les pauvres gars complètement de trous perdus en Russie, qui n'ont jamais rien vu d'autre que leur vie minable sans eau, sans électricité, avec les toilettes dans un trou au fond du jardin. Pour eux, c'était une sorte de manière de sortir de chez eux. Ils se sont retrouvés dans un village ukrainien prospère où il y avait
tous les biens du monde occidental qu'ils n'ont jamais vus en vrai dans leur vie. Déjà, ça les a mis beaucoup en colère, de jalousie, parce que beaucoup de témoignages il y a sur place où les habitants disaient qu'ils demandaient mais comment ça se fait? Vous avez la climatisation, vous avez l'eau courante, vous avez les WC avec le siège blanc. Vous voyez, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Et d'ailleurs, et ça aussi, il y avait un mouvement qui est passé. Donc, il y avait des ordres. Pardonnez-moi, mais de là à massacrer des femmes et des enfants... Il y avait des ordres, mais il y avait ceux qui ont dégénéré tout seuls, sans ordre, parce qu'ils se sont retrouvés. C'est la déshumanisation. Pourquoi c'était un bon mot? Parce que la société russe est déshumanisée. Il n'y a plus d'humains. Ils ont des rapports plus que des animaux entre des rapports de sévérité. Et quand on sait, vous généralisez là. Je finis. Je vous explique. En fait, ce qui se passe même dans l'armée, vous avez une telle violence, un tel bizutage. Il y a tellement dans l'armée normale russe. Les cas de viol, les cas de prostitution, c'est une chose normale. Il y a tellement de Russes qui sont mortes simplement en allant faire leur service militaire. Donc, il y a cette sévérité, cette sauvagerie, dureté dans les rapports. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal de se comporter comme ça en face des gens, surtout quand ils voient qu'ils se retrouvent en face des gens faibles qui n'ont pas de résistance, des femmes et des enfants. Combien de cas d'enfants violés qu'on rapporte? Combien on arrêtait les soldats russes? Ils avaient plein de... les préservatifs aussi dans les poches. Parce qu'en plus de leur envie de faire du mal et aussi de se déchaîner de cette violence et de cette colère de jalousie, aussi il y avait l'ordre parce qu'il faut dénazifier, il faut passer, c'est une sorte de génocide de la population ukrainienne. Donc tout a été appliqué sur place. C'est vraiment le pire des horreurs qu'on pouvait imaginer dans la guerre. Et finalement, heureusement, il y a aujourd'hui les recherches et nous savons qu'il y a plus de 26 000 cas qui sont à l'étude aujourd'hui par l'Ukraine, des cas, pas seulement à Boutcha, dans toutes les villes déjà et occupées et encore déjà libres et encore occupées. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont déjà, dont les affaires sont en cours d'instruction. Il y a plusieurs personnes qui ont été contaminées. On a les noms de tous les responsables avec tous les coordonnées. Donc, et c'est une sorte de tâche d'honneur pour les Ukrainiens d'aller jusqu'au bout. Et les Ukrainiens promettent, aucun n'échappera. Tout le monde, on va retrouver les tous, même au fin fond de la Sibérie, mais chacun répondra à toutes ces crimes. Sergueï. Donc, pour vous expliquer aussi, parce que Alla, c'est une fille, donc elle n'a jamais fait de l'armée, contrairement à tous les garçons. Pour les garçons, pour vous dire qu'en URSS, il y avait la peur des mamans et des garçons, parce qu'après l'école, on faisait tout pour ne pas aller dans l'armée. Et donc, il y a des échappatoires, c'est quoi? L'université ou les pots de vin, etc., etc. Ce qui fait que l'armée russe et la prison russe, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même climat. Ça veut dire que c'est un climat abominable. Parce que vous avez le service militaire de 2 ans. Donc, il y a les jeunes qui rentrent. Donc, les jeunes appelés qui rentrent, pendant 1 année, ils sont considérés comme rien, comme des esclaves. Dans la vie de ceux qui sont déjà la 2e année. Et on a parlé, et ça s'explique par la structure de l'armée russe. Dans l'armée russe, il n'existe pas cet échelon qui existe dans les armées occidentales, les sergents. Les sergents, les sous-officiers qui sont les éléments opérationnels en gestion permanence des troupes. En fait, en Russie, vous avez très peu d'officiers, subalternes et supérieurs, et tout de suite, quasiment, les soldats. Et donc, les officiers... Donc, ils ne sont pas dirigés, ces soldats? Les officiers, en fait, ont délaissé cette tâche de coordonner et de gérer les troupes assez brute. Et donc, c'est un système, en plus, qui se reproduit. Mais, néanmoins, vous avez dit, le soldat peut ne pas exécuter un ordre.